Abel Elimbi veut absolument réagir. Hein. Elimbi, allons-y rapidement, en 1 minute et demie. J'entends des arguments où les jeunes culpabilisent la société, l'État, on ne les a pas aidés. Ces arguments ne sont pas recevables. C'est précisément parce que vous souffrez de la mauvaise gouvernance, des mauvaises orientations, que vous devez vous engager. Les jeunes des années 40, 50, c'est parce qu'ils souffraient de l'oppression coloniale qu'ils se sont engagés pour stopper l'oppression coloniale. Donc ces arguments-là... Vous voulez dire que chaque génération doit prendre son destin en main? Vous êtes la génération du chômage. Vous êtes la génération de la dépravation des mœurs. On en parlera tout à l'heure. La génération des partout. Et vous expliquez que c'est en vous tournant vers le football que vous allez avoir les emplois. Vous dites cet argument n'est pas recevable, mes enfants. Cet argument ne peut pas être recevable. Et je vais vous dire, Blaireau a eu raison. Quand moi j'allais à la fac, en 84, quand j'entrais, il n'y avait pas encore l'accès lourd. On prenait le train qui partait à 20h et arrivait à midi. De l'autre jour, du jour d'après. Quand on allait t'accompagner à la gare de Douala, c'est comme si tu allais à l'étranger. Toute la famille venait. Et au moment où tu veux entrer, on te dit Nikawino Walawo. Aussi politique. Ne faites pas la politique. Voilà ce qu'on te disait en dernier avant d'entrer dans le train. Oui, au moment où tu es déjà à la marche, c'est ça qu'on te dit en dernier lieu. Bon. Mais alors, au plus fort des crises des années 90, qu'est-ce que nous avons entendu ceux qui dirigent dire la politique aux politiciens et l'école aux écoliers. Alors que ceux qui nous dirigent, c'est à l'école qu'ils se sont formés comme hommes politiques. Le mouvement étudiant dans le monde entier, c'est lui qui prépare les hommes politiques. Donc vous voyez, il y a eu un travestissement des valeurs, un travestissement des principes. Mais moi, je rentre dans l'exhortation pour faire comprendre deux choses. Allons-y. Sékou Touré était un jeune qui a créé une dictature, qui a ruiné complètement la Guinée, pour dire que faites attention au mirage des jeunes. Regardez bien, Ouéa a été élu en... C'est un jeune, au Libéria. Et qu'il a remplacé démocratiquement, c'est un homme plus âgé que lui. Les jeunes ont vu que ils aiment bien Ouéa, parce que Ouéa joue au ballon. Tout à fait. Mais tout ça. Les affaires de l'État sont plus compliquées. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été majoritairement élu. Voilà. Parce que il est un très grand footballeur. Monsieur Limbi, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que... Subitement, le professeur, on avait à poser des questions à Limbi. je veux dire ce que le roi Salomon a dit. Allons-y. Qu'est-ce que le roi Et on chutera par là. Proverbe chapitre 9, verset 6. Quitter les personnes inexpérimentées et rester en vie. Parce que les personnes inexpérimentées peuvent créer la mort. Très bien. Et marcher droit dans la voie de l'intelligence. Les personnes inexpérimentées, comme a dit Owona, ils ne sont pas seulement dans les vieux. Ils peuvent être dans les jeunes. Un jeune de 40 ans peut devenir être quelqu'un d'une longue expérience. De 36 ans, c'est ce que Aïdjo a été. C'est ce que Paul Biya a été. Paul Biya a commencé à travailler en 62. Il avait 29 ans. Arrivé à 49 ans, quand il devient président, il a déjà parcouru la haute fonction publique. Il a une expérience. Donc, nous devons comprendre que, et je le dis à Willy Mengue, parce que le roi Salomon lui parle aussi. Le roi Salomon lui parle. Quand il lui dit que celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres, à lui la ruine. Quand tu prends la parole pour fabriquer un intervalle qui correspond à ton gars, tout le monde a compris ton alchimie. Tu as voulu exclure aussi, qui n'est pas dans les 60 ans, mais qui est un vieil homme politique, qui a commencé à la base du SDF comme militant de base, qui a parcouru toutes les étapes, est devenu président en se faisant chaque fois élire. Entre-temps, sur le plan
de l'élection, il est élu conseiller municipal, Très bien. il devient député, tu vas prendre cette expérience politique, la jeter en brousse parce qu'il n'a pas 60 ans. 65. Ou 65 ans. Ce n'est pas recevable comme argument. C'est bien, merci. Hein. On va justement passer la parole à Willy Mengue, qui a été fortement acculé, indexé, entre guillemets, par certains panélistes sur ce plateau. Moi, je vous pose une question d'abord, hein, Willy. Nous évoluons dans le débat, sauf si vous-même, vous allez vouloir revenir sur un certain nombre d'aspects qui ont été relevés tout à l'heure. En 42 ans de magistère du président Paul Biya, est-ce que nous pouvons le dire, hein, avec la force des arguments, que la cause jeune a été entendue? Non, la cause jeune n'a pas été entendue. Moi, je vous ai élaboré ici de manière laconique, hein, n'est-ce pas, la perspective et le trajet de M. Biya, qui arrive aux affaires à 29 ans, en 62, et 20 ans après, il est président de la République, il a 49 ans. Je vous ai fait comprendre qu'à M. Biya, lui seul, il a endigué des générations et des générations de jeunes qui aspiraient également à la charge publique, à de hautes sphères. Il a endigué et absorbé à lui seul plusieurs de ses compagnons déjà, et ceux qu'il a vus pratiquement naître, et qui aujourd'hui sont en dérapage, et ils n'espèrent même pas. Regardez même au niveau du fonctionnement de son parti politique, qu'on appelle le RDPC, pour comprendre à quel niveau ce monsieur Biya, n'aime pas partager, ne sait pas que la vie, c'est comme la cola. Il faut savoir partager, il ne faut pas bloquer les perspectives des autres. Comment quelqu'un peut se permettre que depuis 2011 jusqu'en date, il n'y a pas de congrès? Parce qu'il connaît les enjeux d'un congrès pour le renouvellement, non seulement du comité, du comité central, mais également du bureau politique qui est aujourd'hui tenu sur béquille, parce que son nombre de représentants n'est même pas au grand forum. Ça veut dire qu'il empêche complètement que ceux qui l'ont tenu se soutiennent d'hier dans leur jeunesse, soit de ses relayeurs demain. Tout est verrouillé, tout est bloqué. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que les jeunes, même ceux d'aujourd'hui, ne sont pas avec un tel personnage? Regardez le taux d'émigration jeune. Combien de jeunes quittent ce pays, même ceux qui ont déjà le matricule, pour aller à l'extérieur en quête d'épanouissement, en quête d'un meilleur cadre de vie où ils peuvent faire valoir leurs compétences. Parce que monsieur Biya n'a pas été la cause de la jeunesse, ni en 80, ni en 90. Quelqu'un vient de vous convoquer les événements, cette fameuse phrase de 90, aux écoliers l'école, aux politiciens la politique. Ça veut dire qu'il a endigué la société, borné, fixé les bornes, réduit les aspirations des uns et des autres, les compétences des uns et des autres. Et ça, c'est une vérité et une logique pour les longévitistes. C'est-à-dire, quand on a une aspiration éternitaire, on ne manœuvre que pour soi. Il ne pouvait donc pas manœuvrer pour la jeunesse qui aujourd'hui est en train de partir. Elle part, elle envoie donc un message fort que si c'est toujours un vieux qui est là, et surtout lui, nous ne sommes pas d'accord, nous on préfère partir. Cette émigration-là a une connotation politique. C'est une façon de dire que nous on préfère partir. Donc, je dis, il y a une litanie d'exemples qu'on peut dérouler ici pour vous dire qu'il y a eu une scission entre M. Biya et les différentes générations. Il en a accumulé plusieurs qui pouvaient croire hier, mais à un moment donné, n'ont plus cru. Quand je le dis, je voudrais peut-être apporter un éclairage. Quand je parle de 65 ans à 75 ans, parce que moi ça intrigue beaucoup sur ce plateau. Quand je parle de 65 ans, je parle de la soixantaine. Non. Vous comprenez? Je parle de la soixantaine. Vous n'allez pas me presser. La pensée est à moi. Quand je parle de 65 ans, je parle de la soixantaine. Quand je dis 75 ans, je dis quelqu'un qui est dans la tranche, qui est dans la tranche de 70 ans, par exemple. Et je dis, ce n'est pas 75 ans de manière fixée ou 65 ans de manière fixée pour dire que c'est 30 âges-là. C'est-à-dire, quand on est soixantaine, on a une certaine maturité. Quand on a 70 ans, 75 ans, 76 ans, on n'a même pas la chance de poser les bases de la longévité.
Vous comprenez, on n'a pas la possibilité au Cameroun aujourd'hui que tu as 70 ans, 75 ans, tu es candidat et que tu espères multiplier le mandat, tu n'auras pas cette chance-là. Parce que les Camerounais là ne te permettront pas de vivre l'expérience si amère que nous avons vécu avec les deux présidents, le premier et le deuxième. Oui, moi je voulais te poser une question, si tu peux me permettre, parce que ça va te donner l'occasion d'expliquer mieux ta pensée. Les jeunes qui partent parce que les vieux ne veulent pas leur laisser la place, ils veulent que qui enlève ces vieux? Je ne suis pas en train d'encourager l'immigration. Nous faisons constat. Oui, nous faisons constat. Je veux donc que tu comprennes qu'ils n'ont pas raison de partir. Oui, l'immigration peut paraître dans ce cas-là comme, c'est-à-dire comme une lâcheté. C'est une lâcheté. C'est une lâcheté. Il faut que nos concitoyens prennent des responsabilités, comprennent que bon, c'est à eux justement de prendre les taureaux par les cornes pour qu'ils soient acteurs du changement dont nous avons besoin au niveau de notre pays et que de procéder à une émigration. Les choix sont multiples. Et je dis vraiment pour chuter que M. Biya, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, n'a jamais milité pour la cause de la jeunesse parce qu'il n'avait jamais pensé être remplacé. Le problème, je vous ai posé les problèmes de base, la longévité. C'est-à-dire, je suis là. Et je suis là, le siège présidentiel devient un siège mouroir. Je quitterai quand je mourrai. C'est-à-dire, quand vous avez ça en tête, automatiquement, vous ne voulez pas une alternative. Et l'alternative vient de la jeunesse libérale, qui l'a endiguée et annihilée. Merci, professeur Owenangini. Il m'est arrivé de causer avec ces nombreux jeunes. Je leur ai posé un certain nombre de questions, mais j'ai la nette impression, professeur, qu'il y a un dénominateur commun. Ils pensent que ce pays tue les jeunes. C'est excessif? Oui, c'est excessif d'une certaine manière, mais en même temps, ça reflète un malaise. Un malaise qui en réalité est dans l'appareil général, c'est-à-dire, mais ça c'est pas un problème spécifiquement camerounais, c'est le problème des pays africains, c'est-à-dire la difficulté à prendre en charge l'insertion des couches de la jeunesse enfante dans ce type de pessimisme et même de défaitisme qui se traduit donc par la fuite, soit la fuite intérieure, comme on ne peut pas partir physiquement, on est en exil intérieur dans la bière, dans l'alcool, dans la drogue, dans la débauche et autres, ou alors la fuite extérieure. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que cette jeunesse-là, elle-même est une jeunesse opportuniste. La même jeunesse qui va dénoncer ce qu'elle considère à tort ou à raison comme les tares du système, une fois qu'elle trouve des opportunités dans le système, elle considère que tout va désormais bien. Donc cette jeunesse-là, elle-même aussi est l'un de ses problèmes, c'est qu'elle est opportunisme. Bon, elle doit être peut-être responsable, elle doit être mesurée, mais elle doit aussi avoir des convictions. Il faut avoir des convictions. Là où il n'y a pas de conviction, on ne peut rien faire de sérieux. Fatima Tchubongonon, je vous ai vu relever, prendre des notes là, lorsque Willy Mengue du MRC parlait. J'ai suivi que vous-même vous êtes en illégalité du côté du RDPC avec cette affaire de congrès qui tarde à être organisée dans les normes de l'art. Maintenant, si nous laissons votre congrès, même au sein du RDPC, est-ce que les jeunes peuvent véritablement se targuer qu'ils ont voix au chapitre? Je voudrais parler des instances décisionnelles. Monsieur Parfait, revenons au congrès. Je crois avoir partagé avec vous sur notre plateau, même comme c'était à distance, l'information selon laquelle le bureau politique s'était réuni pour proroger. Ce sont les statuts de notre parti. Chaque organisation a ses statuts. Et lorsque nous revenons sur cette, j'appelle ça, à un moment donné, c'est comme la rengaine sur s'éterniser au pouvoir, ne veut pas partir, et on pense qu'on est seul. La façon dont on va gérer une institution se décline d'abord par la façon dont nous gérons notre propre parti politique. Lorsque dans notre propre parti politique, nous enfreignons la loi,
torpillons les tests pour être l'unique candidat et exclure ceux qui osent se déclarer candidats? Vous pensez que c'est quand on sera au pouvoir qu'on fera autrement? C'est pour cette raison qu'à l'entame, j'ai parlé de l'expérience politique. La force de l'expérience fait que lorsqu'on veut sortir quelque chose, on la retourne par 2 fois avant de la mettre sur la place publique. Parce qu'en même temps, il y a un adage qui dit lorsque vous vous baissez pour regarder, les autres regardent aussi votre vous. postérieur. Donc, il faut faire très attention. Et contrairement aux autres, le RDPC n'a jamais ostracisé, chassé un militant parce qu'il veut être candidat à la présidence. En aucun moment, le RDPC n'a torpillé le test pour être le candidat au cours d'un mandat. Vous avez été voté pour un mandat. Lorsque le mandat échoue, vous révisez le test dans votre chambre et vous excluez tous les candidats qui osent se prononcer. Et vous venez donner la leçon de démocratie. Arrêtons un peu. Franchement, moi, j'appelle souvent ça l'hôpital qui se moque de la charité. Maintenant, quand je reviens au RDPC, tout à l'heure, vous m'avez demandé sur le RDPC. Je vais vous dire, la problématique de la jeunesse, moi, en tant que responsable politique, m'a même plutôt à la poser autrement. Comment est-ce que les partis politiques font pour promouvoir l'insertion professionnelle, l'insertion politique des jeunes dans leur propre parti politique? Nous, au RDPC, nous l'avons dit, nous avons un organe strictement réservé aux jeunes. Lorsque cela est dit, dans le cas des renouvellements, c'est déjà on impose au moins 30% des jeunes dans le bureau du RDPC. Donc lorsque vous, qui êtes âgé de plus de 35 ans, vous voulez être responsable de la section RDPC, vous avez l'obligation de prendre dans votre bureau 30% des jeunes et 30% des femmes. Ça veut dire qu'au fond, le RDPC en lui-même n'aura que 40%, parce que si on prend en compte les 30% des jeunes et les 30% des femmes, vous allez prendre avec vous des jeunes que vous allez outiller à l'exercice du pouvoir. Ça, c'est le premier élément. Lorsque nous venons à l'OJRDPC, l'impératif, c'est que les femmes soient prises en compte. Parce qu'à un moment donné, les gens pensent que la jeunesse se résume aux jeunes hommes. Aux jeunes garçons. Maintenant, nous avons des présidents de section des jeunes qui sont des femmes. À l'élection locale, toutes les listes, contrairement à certains partis politiques que nous voyons, qui sont incapables de s'étendre sur l'étendue du territoire national parce qu'ils sont arc-boutés sur ce qu'ils appellent leur socle granitique et vont souvent titiller ailleurs pour montrer qu'ils veulent s'étendre et on leur empêche. Le RDPC impose 30% des jeunes dans chaque liste. Très bien, c'est 30% et la composante sociologique, c'est un fait. Lorsqu'on va aux élections, monsieur Parfait, ici, je vous rappelle qu'en 2013, lorsque j'étais candidate titulaire pour les législatives, je n'avais pas encore 35 ans. En 2020, je n'avais pas encore 35 ans. Vous comprenez? Ça veut dire que le RDPC donne la latitude aux jeunes. Maintenant, on ne peut pas accompagner quelqu'un qui reste assis. Au niveau du RDPC, nous travaillons à capaciter les jeunes à s'intégrer, à s'inviter à la politique. Et c'est pour cette raison que vous allez comprendre. Tous les mécanismes. C'est pour cette raison que vous comprenez. Je parle. Non, je vais sortir. Déjà une grosse partie comme ça. Je ne parle pas du RDPC. Je vais sortir au niveau national pour dire quoi. Vous avez beaucoup entendu. Tout à l'heure. On va vous donner la. Mais vous voulez que... Tout à l'heure, vous voulez que je parle de quoi? Non, c'est déjà le nom de votre parti. Oui, là, c'est le service commercial. Vous me posez une question sur le RDPC. Vous ne voulez pas que je parle du RDPC. On a compris. Je vais sortir pour dire, comme M. Elimbi Lobe l'a dit tout à l'heure. À aucun moment, le pouvoir ne se donne. Le pouvoir se conquiert. Même dans notre tradition, M. Parfait, ici. Lorsqu'on décide de faire de vous un chef, on vous présente le chasse-mouche, vous l'arrachez. Parce que le pouvoir, c'est ça. Vous devez avoir la capacité de tenir ce pouvoir. Que la jeunesse vienne faire la politique, mais que la jeunesse sache que entre ce que les gens disent et ce qu'ils font réellement, il y a un grand fossé.
En revanche, au RDPC, nous avons la tolérance Très bien. d'accepter que les gens ne soient pas d'accord avec nous. compris. Et nous essayons Mais pas de les la convaincre facture. autrement. Merci, hein. Merci Fadima C'est Tour un peu pour cette abondante explication des mécanismes internes au niveau du RDPC. Nous allons marquer une touche pause, hein, parce qu'elle s'impose d'ailleurs, et on reviendra pour la dernière ligne droite de ce programme.